Monsieur Poulpe, Monsieur Poulpe, Monsieur Poulpe, Monsieur Poulpe, Monsieur Poulpe, Monsieur Poulpe, Quoi ? Monsieur Poulpe, oui, Monsieur Poulpe. Il y a trop des problèmes. J'ai vu sur mon bureau une lettre de Big John qui dit « Je prends des RTT, ciao, il ne sera pas là aujourd'hui. Comment allons-nous faire ?» Mince, mais j'y pense. Heureusement, on avait organisé un concours pour remplacer Big John au cas où il partirait, ça tombe plutôt bien. Ah bon? Oui, regarde. Mais ce qui est génial, c'est qu'il a gagné un concours de poèmes. De poèmes? Oui. Pas... Quel est ton poème? Poupée d'air, tu es le plus grand disque jockey. Virilité plastique, tu as su me toucher. Sublime Big John, en plus, on peut t'enculer. Superbe. Comment Mais- s'appelle ce poète esthète? Il s'appelle... J'irai loler sur vos tombes! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes, une émission, ma foi, plutôt geek et en même temps plutôt intelligente, mais avec du caca dedans. Mi-figue, mi-raisin, quoi. J'ai envie de dire. Dans cette émission, nous allons Et les recevoir... raisins, c'est mes couilles. Aujourd'hui, nous recevons Cyril Drevet. Bonjour, aucun rapport avec mes couilles. On est d'accord? J'espère bien. Bonjour à tous. Bonjour. Cyril Drevet, est-ce que, ouais, je jette des fleurs. Alors, Player One... Joey Star. Joey Star. Non, Joystick Hebdo, Player One, Amstrad 100%, puis Télévisateur 2, puis le Club Dorothée, puis Recreatis. Enfin bref. C'est une émission avec du jeu vidéo à l'intérieur. On va parler de Splatterhouse, on va parler de Meijin and the Forsaken Kingdom, on va parler de cinéma. On va parler de cinéma avec Megamind et je pense que tout le monde l'attend depuis que vous avez vu cette bande-annonce. Big John, jingle. Film! Bravo, superbe Big John. Alors Megamind. Moi, ce que je veux voir surtout, c'est le caleçon Star Wars. hein. Oui. Je trouve qu'on le voit pas assez. C'est vrai. Mais Big Big John, John, Big John est très coquet. c'est ça. Donc Megamind, dernier bébé des studios DreamWorks pour Noël. Alors Megamind, est-ce que tu vois un peu le truc ou pas? Vaguement. Alors en gros, c'est un film de super-héros en 3D, en animation, sauf que le héros, c'est le grand méchant, en fait. Voilà. Et C'est le Lex Megamind. Luthor. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vu les bandes annonces, mais j'ai rien vu de plus. Bah, Et justement, regardons la bande-annonce. Comme ça, tu la reverras. Behold the face of pure evil. Here is your sidekick. And here is your pinky. A new breed of heroes Our baby can fly. Nothing but the best for you, darling. is coming to our world Can we keep it? with more rhythm, a better look, Just a few alterations, and I will be done with your cape. I'm calling it the Black Mamba. and new techniques. Do you have your disguise? What? Oh, you look fantastic. Will Ferrell, Let the showdown begin! Brad Pitt, And I love you, random citizen. Tina Fey. From the mega creators of Shrek, DreamWorks Megamind. Where did you park the invisible? Donc, on peut voir dans cette bande-annonce que le méchant, on va dire Lex Luthor, entre guillemets, c'est le gentil. Enfin, Alors, en tout cas, le Je te héros. confirme, je l'avais vu, la bande annonce. Bah, C'était bien elle. C'était la Ouais, même. D'accord. C'est la même, on est d'accord. Parce que des fois, ils en font plusieurs et tout ça. Le Superman, c'est pas vraiment le méchant, mais bon, il est un petit peu Il est un peu pédant, arrogant, arrogant, il etc. est hautaine. D'ailleurs, c'est Brad Pitt qui fait la voix américaine de ce personnage. Et on a rencontré Brad Pitt. Une petite interview de Brad Pitt, mais juste après. Donc le film. Alors le film, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, je pense que DreamWorks, encore une fois, s'adresse aux adultes et plus aux enfants. Voilà, il y a une tendance, DreamWorks, je pense qu'ils se sont dit, à partir du moment où ils ont fait Shrek, ils se sont dit, bon allez, on s'en fout, on fait faire des blagues pour En les fait, adultes. Shrek, Ils laissent les enfants à Pixar. ouais, et voilà, En c'est gros. ça, ouais. En fait, Shrek, il y avait vraiment deux niveaux. En fait, c'était un truc pour enfants, mais avec des vannes, des clins d'œil aux adultes. Et là, c'est vrai que Megamind, on se rend compte que c'est vraiment destiné aux geeks. Mais surtout, c'est que finalement, je pense que les enfants vont pas vraiment se retrouver dans le truc. Il y a énormément de références aux jeux vidéo, aux codes de films de super-héros et de comics. Et de comics, Ouais. c'est plus un film pour les fanboys Ouais. que pour les geeks. Et c'est vraiment toutes les bases du comics qui sont revisitées, un peu inversées, transformées. Et c'est vrai que moi, étant fan de comics, ça m'a bien fait rire, quoi. Et c'est vraiment du Superman version négative. Version Cuba Libre, comme on peut dire. Et du second degré à Donf. Ouais, Oui, mais c'est ouais, le film est très rigolo. Alors ça, à la base, c'est marrant, donc c'est un film en animation en 3D. Et c'est vrai qu'à la base, le film était prévu en live, en fait, avec des vrais comédiens, etc. Alors
je me demande comment ils auraient fait au niveau budget, parce que ils se lancent des immeubles à la gueule, quand même. C'est vrai, bon, peut-être qu'il y aurait eu des petites coupes. Il y aurait eu des bitmaps. Des petites coupes, mais voilà. Moi, ça m'a beaucoup rappelé Dr. Horrible. Ouais. Alors, voilà, moi je suis très fan de Dr. Horrible. C'est un peu ça quand même dans le principe, le méchant, il se fait voler la meuf par le gentil qui est pas si gentil que ça, etc. Enfin, je trouvais qu'il y avait des similitudes un peu. Mais bon, quand on veut revoir les poncifs du genre, on est un peu obligé de reprendre les mêmes codes. Très bien, tu m'ôtes les mots de la bouche. En tout cas, un film à voir pour Noël. Ouais, et d'ailleurs, on a change. rencontré Brad Pitt, voilà, on l'a interviewé. Parce que, je suis désolé, il n'y a pas que toi en star dans cette émission, il y a aussi Brad Pitt, mais enfin, t'es un peu le Brad Pitt français, quelque part. ouais. Alors, allons voir le Brad Pitt américain. Au reportage. Bonjour Brad Pitt, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du film ? Ah oui ? Et l'ambiance ? Est-ce que vous avez un chien ? Voilà donc Megamind, combien tu donnes de bols de guacamole pour ce film ? Sur combien ? Sur 8. Cacahuète. Ok, très bien. Comment on sait où on va dans cette émission. Alors, Cyril Drevet. Enfin, je vous retrouve, parce que je vous avais trouvé un peu sérieux sur C'est vrai Megamind. C'est vrai Bon, ça va. Je retrouve Alors, l'émission que j'aime. Cyril Drevet. Comment en es-tu à travailler dans le jeu vidéo ? Ouh là là. Ah bah alors tu poses vraiment des questions, Gribouillis. Gribouillis. J'ai perdu la mémoire depuis. T'as commencé en quelle année le jeu vidéo ? Non mais c'est quoi qui t'a... Professionnellement, je veux dire. Professionnellement, j'ai commencé en 80... Alors attends, faut que je me remette, parce que ça fait tellement longtemps que du coup, en 87. D'accord. Fin 80, du coup, Ça fait mal, hein. Les trois quarts qui regardent, T'as ils commencé étaient pas sur des... quelle console en fait Avant, gamin quoi. Gamin, quoi, en ouais. fait, le truc qui, je pense, m'a fait basculer dans le côté obscur de la force, c'est... mon père m'avait ramené des États-Unis un Game & Watch, Parachute, pour pas le nommer, et ça m'a rendu dingue. Et sans le savoir, j'ai découvert Nintendo, mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était Nintendo, donc voilà. Mais ça m'a fortement influencé, puisqu'après, quand les consoles Nintendo sont sorties, forcément, dans l'esprit, la graine était présente. Et puis après aussi, j'avais un pion au lycée qui m'avait mis... qui était non, Arrêtons-nous là. Mais c'est-à-dire Star Wars. Mais comment il avait mis On va couper le sabre, sinon notre première leçon va être vénère. Et non, il était un fan d'ordinateur. Il était étudiant dans des écoles de t'es mis maths. au TO7 Et non, je suis aux ZX80 à l'époque. Et donc là, je me suis mis aux ordinateurs. Et puis Comment après, t'en es arrivé à bosser dans le jeu vidéo, du coup ? Alors, comment je suis arrivé à bosser dans le jeu vidéo ? C'est qu'en fait, donc j'étais En fait, mon premier job dans les jeux vidéo, c'était pendant les vacances. Je travaillais dans une boutique Boulevard Voltaire où je vendais des Atari ST. D'accord. Parce que j'étais un pro de l'Atari ST à l'époque. Et eux, ils vendaient beaucoup d'Amiga. Et ils cherchaient un mec... contre l'Amiga. J'étais assez contre faisais l'Amiga à partie l'époque. de Mais après, l'époque. j'ai bien aimé l'Amiga aussi. Donc, je l'ai pas été longtemps, D'accord. anti-Amiga. Et donc, je me suis mis à vendre des ST. Et puis après, comme j'étais un fan de jeux et tout ça, et c'était un petit monde à l'époque, donc il n'y avait pas beaucoup Tout le monde se connaissait finalement. Tout le monde se connaissait. Ouais. Et on m'a proposé de bosser sur un canard, et évidemment, j'ai dit oui, quoi. Donc t'as enchaîné pas mal de magazines de presse jeux vidéo. Ouais, le premier, ouais, comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est pas mal que tu aies retrouvé ça, c'est Joystick Hebdo, effectivement. Et du coup, ça t'a amené à animer l'émission Télévisateur 2 sur Antenne 2. Oula, il y a eu beaucoup de choses entre les deux. Je résume, mais en gros... On a eu quand même Player One. Il y a eu Player One qui a été un gros tournant de ta carrière. Player One, assez drôle d'ailleurs, parce que en fait, à cette époque-là, j'avais une petite rubrique dans c'était pas Télématin, c'était Matin Bonheur. Matin Bonheur. Dans Matin Bonheur, j'avais une petite rubrique de jeux. Mais je te parle de ça, c'était en 88. C'était qui l'animateur C'était déjà William Lémergie. Non, c'était Matin Bonheur, c'était un autre.
bon, c'est pas grave. enfin bon, bref. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Et, Raymond Poincaré. et donc j'avais cette petite rubrique-là, et le rédacteur en chef, Pierre Valls, le rédacteur en chef d'Amstrad 100%, était venu m'interviewer, parce qu'ils avaient une rubrique un peu média, machin et tout, était venu m'interviewer, et le gag, c'est que j'avais eu un petit problème de santé, j'étais à l'hosto, et eux, il fallait absolument qu'ils bookent, donc du coup, il est venu m'interviewer à l'hosto. Ce qui déjà crée une ambiance un peu étrange. Les infirmières, elles étaient hallucinées. C'est la classe. Et ça s'est tellement bien passé entre nous. Et surtout à l'époque, moi je commençais déjà à m'intéresser aux consoles de jeux qui commençaient à poindre. Et lui, il préparait, il avait dans l'idée de faire Player One. D'accord. Donc quand on a commencé à parler console et tout, qu'il a vu que j'étais grave branché console et tout, il m'a dit ça te dirait pas de venir bosser avec nous. Et donc je me suis retrouvé, ils m'ont fait bosser un peu sur Amstrad 100% le temps que Player One commence. Et puis après, voilà. D'accord. L'aventure a. Moi je voulais vraiment parler de Télévisateur 2, qui a été un premier gros, on va dire, monument de la culture geek médiatisée, on va dire. Comment t'as animé cette émission de jeux vidéo, comment t'étais considéré dans le milieu de la télé dans les années 90 ? Alors, je ne parlerai pas de ton look, puisque c'était les années 90, on avait le droit d'avoir des cheveux longs. Mais comment tu étais considéré dans le milieu de la télévision française ? Écoute, j'étais pas beaucoup considéré, je dois dire, en sachant que quand même on a pété des records d'audience qui n'ont jamais été, c'est-à-dire le service de presse de France 2 par exemple, a jamais communiqué sur le fait qu'on a été l'émission jeunesse qui a fait le plus d'audience sur France Télévisions. D'accord, donc tu étais un peu le Mais même encore aujourd'hui, je crois qu'on a encore le record aujourd'hui. Ils t'avaient mis en face de Dorothée quand même. Et on était en face de Dorothée, on était les seuls à battre Dorothée en facial. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont... Oui, ça... Non. Battre Dorothée en facial ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es sale. C'est là où je me rends compte. Oui. Surtout qu'il y a eu une émission avec elle dernièrement et t'as plus trop envie de faire de facial. Et donc, et tu vois, ça a été totalement passé sous silence. Ouais. Et pour vous donner une autre petite anecdote, à France 2, ils nous appelaient les grunge. Oh, j'ai jamais compris le rapport, quoi. Je pense qu'ils savaient pas très bien ce que ça voulait dire des grunge. Mais tu sais, c'était l'époque de Nirvana et tout ça, donc ils nous appelaient les grunge. Et alors, du coup, t'as enchaîné ensuite de façon complètement logique avec Turbo sur M6. Oula, après, pardon, je vais vite. Non, en fait, mais oui, parce que après, il y a eu MCM, Club Dorothée, donc j'étais chez AB Productions pour faire Club Dorothée. Et c'est là où je me suis retrouvé, et j'ai adoré cette période-là sur la télé de regarde-moi, il est pas en train d'éteindre son téléphone. Et qui se fait avoir comme un bleu, c'est toujours la même chose. Voilà, je mets sur Silent Mode. Non, mais d'ailleurs, t'as pas été pris au Club d'eau parce que t'étais en face de. T'avais fait des trucs. Quand t'es arrivé là-bas, la vraie histoire pourquoi j'ai été pris au Club d'eau, c'est parce que quand j'ai commencé Télévisateur, moi gamin, j'étais un fan du Club Dorothée. J'étais avant tout un téléspectateur. Et puis j'aimais déjà les DA japonais et tout ça, donc j'étais forcément fan du Club Dorothée. Et quand j'ai commencé Télévisateur 2, quand on m'a interviewé dans les magazines télé et tout pour me dire alors, parce que la grande mode c'était chaque animateur qui venait faire la jeunesse sur France 2, c'était on va taper Dorothée. Nous on va faire de la qualité, etc., etc. Et moi j'ai dit, moi je respecte énormément Dorothée, j'adore ce qu'elle fait, etc. Moi je vais faire quelque chose de différent, voilà. Et donc c'est pas resté dans l'oreille d'un sourd. Jean-Luc Azoulay, le patron d'AB, je pense, et Dorothée aussi, ont été assez sensibles à ça. D'accord. Donc quand à Télévisateur, j'ai senti que politiquement, ça avait vraiment changé dans la maison. Le grunge ne plaisait plus. Le grunge ne plaisait plus, que tu avais les producteurs français pas d'émissions jeunesse, mais de produits jeunesse qui tapaient des scandales parce qu'on passait des jeux vidéo japonais, des extraits de films américains, etc., etc. Quand j'ai commencé à sentir le vent tourner, j'ai appelé Dorothée et puis ils m'ont reçu tout de suite et ça a forcément joué, quoi. Derrière toi, c'était pas Donkey Kong qui a remplacé Télévisateur 2 3D, ça c'est pas ça. Non, j'ai été remplacé par un monument, Maureen d'Or. Ah oui, effectivement. Et là, c'était le drame. C'était un de mes fantasmes. Ah ouais. Il y avait toi et Maureen d'Or. Ah, c'est ça. Ensemble ?
Ensemble. Ok. Donc oui, alors pardon. Et alors après, donc t'es passé ensuite de Club Dorothée, t'es passé sur TMC. Ouais, parce qu'en fait, Avec Ray Ray Kids. Billy qui animait, qui était un des animateurs de Ray Ray Kids, en fait était assistant sur le Club Dorothée. Et D'accord. on est devenus super potes. D'accord. Et c'est lui qui m'a dit viens sur Ray Ray Kids et tout. Et j'ai passé des moments, j'ai adoré cette émission D'accord. en fait. C'était super sympa, on était libres. C'est le deuxième club d'eau, j'ai l'impression. Moi, c'est des bons souvenirs. quoi. Voilà, Ouais. c'était exactement ça. Et ensuite, Ray Ray Kids, Turbo sur M6. Alors, comment on fait pour passer du jeu vidéo à la voiture qui va vite? C'est là, il y a une sorte de flou. Il y a un schisme. Il y a un schisme. En fait, pourtant, c'est assez Quelle warp simple. zone? C'est assez simple, c'est que pendant la période où j'étais chez AB Productions, ils ont lancé le bouquet de chaînes satellites, ils ont lancé ABSat. Et quand ils ont lancé ce bouquet de chaînes, il y avait une chaîne qui s'appelait Automobile, mais qu'en fait était juste là pour occuper un canal. D'accord. C'était post-produit en Belgique, c'était un jukebox. La voiture, elle va vite. Ouais, voilà, c'était Elle va les vite. VW. Ils disaient les VW au lieu de dire les Volkswagen. et c'était juste un réservoir à image constructeur. Quoi. D'accord. Et moi, l'auto, c'était quand même une de mes passions aussi, tu vois. Et je voyais ça, je disais, mais c'est dommage de laisser cette chaîne comme ça. Donc avec d'autres potes chez AB qui pensaient la même chose, on a fait pression sur Claude Berda, donc le B d'AB, pour lui dire faut en faire quelque chose de sérieux de cette chaîne. On peut faire une chaîne automobile, c'est un truc génial. Et il nous a fait faire un test sur un mondial de l'auto. Ça a super bien marché. Et donc il a lancé la chaîne, c'est devenu AB Moteur. D'accord. Et donc comme j'étais dans le groupe de ceux qui voulaient faire cette chaîne, L'initiative de ce truc. Ouais. à l'initiative de ce truc-là, ils m'ont laissé faire ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire les essais automobiles. Et en faisant les essais automobiles, je tombais sur les équipes de Turbo. Et un jour, sur un essai, Dominique Chapat m'a dit tiens, ça te dirait pas de venir bosser avec nous? Et voilà. D'accord, au début, On tu m'a faisais souvent dit ça te dirait pas de venir tu bosser faisais de la avec voix nous. off au début, voix off au début et après à l'image, c'est ça? Bon, oui, ouais, voilà. Moi, Quand je tu voulais fais savoir- les essais, t'es toujours un peu amené à un moment Ouais, à à expliquer être, quelque ouais. chose sur la voiture, donc à être à l'antenne. Je voulais savoir comment tu vois, donc depuis les années 90, l'évolution du jeu vidéo. Je voulais savoir par rapport à, en fait, au Kinect qui vient de sortir, etc. Passer des Amstrad aux consoles, puis maintenant à rien, en fait, au final. C'est... Ben ouais, c'est toute ma problématique, c'est est-ce que c'est encore du jeu vidéo, Ouais. quoi. Moi, je le dis souvent, ça fait hurler les gens, mais pour moi, ça, là, on est plus dans le domaine du jeu de société branché à une télé, quoi. Pour moi, le jeu vidéo, c'est avec une manette. C'est pour ça que je préfère des consoles comme la Xbox ou la PS3 ou la PSP que la Wii ou la DS, quoi. Parce D'accord. que moi, j'aime le jeu pur et dur. Ok. En parlant de pur et dur, on a fait péter le budget. Hein, on a fait péter le budget. On en a eu pour 30 €, mais on a acheté des super marionnettes. Oula. Et maintenant, je pense que c'est un truc qui va revenir souvent parce que quand même. Mais vous en avez acheté une grande là pour 30 €. Non, vous avez- budget, non. Et du coup, voilà un sketch. Comment l'introduire mieux que le ça petit théâtre. Le petit théâtre de la vie, tout simplement. Bonjour les enfants, bienvenue au petit théâtre de la vie. Mais, qu'as-tu clown, tu as l'air triste. Oui, roi, je suis bien malheureux. Figure-toi que j'ai bien des malheurs. Qu'as-tu donc? Quelqu'un a cassé tes tours jumelles? On t'a mis de l'anthrax dans tes tartes à la crème? Ton frère a ouvert une chaîne de restaurant? Oh non, j'en ai marre qu'on me mette des mains dans le cul. Je me sens sale. Ah oui, clown, je sais, c'est dégradant. Mais si on n'avait pas de main dans le cul, on ne pourrait pas parler. Regarde. Oh, roi, Tu vois? Oh, mais oui, j'en ai marre de ce dilemme. Je crois que je vais piéger mon cul avec des bouts de verre ou du fil barbelé. Calme-toi. Tu sais, une pénétration anale peut être un plaisir si c'est bien fait. Oh, Il faut prendre ton temps et commencer avec juste un doigt. Le temps de bien dilater ton petit oignon. Tu peux aussi t'aider de beurre ou de jaune d'œuf pour que tout passe plus facilement.
Tu peux aussi utiliser une poire à lavement. C'est une poire en plastique avec une canule que tu remplis d'eau tiède, que tu introduis dans l'anus pour nettoyer le rectum. C'est assez érotique à faire en plus. Oh, d'accord. J'accepte la main dans le cul si c'est le seul moyen pour ne pas me taire. Et vous aussi les enfants, si on vous met une main dans le cul, il ne faut pas vous taire. À bientôt. Alors, après cette petite parenthèse humoristique pleine de saveur et d'innocence, on parlait de jeux vidéo et de turbo. Justement, nous, on n'a pas du tout d'avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler, mais alors pas pendant une demi-heure, hein, mais au moins pendant 5 minutes, de Gran Turismo 5 que tout le monde attendait? Alors nous personnellement, on l'attendait pas beaucoup. Vu que moi, j'aime bien quand les voitures, elles lancent des carapaces de tortues, si tu veux. Ou des bananes. Ou des bananes. Alors, d'un œil d'expert et de jeux vidéo et de voitures, qu'est-ce que ça donne Gran Turismo 5? Écoute, c'est assez partagé. Je suis assez perturbé par ce jeu parce que, comme tout le monde, je tiens à dire quand même, je suis assis devant un tempad. Je sais pas s'il faut y voir un signe ou pas. Morindor l'a oublié. C'est Morindor qui était là avant. Non, c'est assez perturbant parce que c'est un jeu qu'on attendait depuis tellement longtemps. Combien d'années d'ailleurs? 5 ans. Plus de 5 ans. Ouais. Plus de 5 ans. Kazunori nous avait tellement dit que ça prenait autant de temps parce qu'il voulait peaufiner dans tous les détails, une révolution incroyable. Au final, sort un jeu qui est clairement pas fini. Il y a des défauts de tous les côtés. Ça reste un jeu majeur parce que l'univers est incroyable, etc. Mais l'univers n'a pas beaucoup évolué. On s'attendait à ce qu'il y ait, notamment au niveau communautaire et tout ça, il nous avait dit, mais ça sera incroyable, etc. Bon, le jeu en ligne est assez limité. Bref, donc d'un côté, c'est un super jeu. En plus, il a vachement progressé en revanche en qualité de simulation. C'est vachement plus réaliste que ce que ça n'était auparavant. Et puis entre-temps, il y a eu ce phénomène-là. Il y a eu que Forza 3, pour moi, maintenant, est devenue la meilleure simulation de course auto sur console, quoi. D'accord. Et je pensais... Ils ont 3 ans de retard, quoi. Et je pensais que GT5 allait de nouveau quand même reprendre la couronne et tout ça. Ben, pas tant, quoi. Alors, est-ce que c'est le business qui a flingué la licence ou quoi? Parce que moi, tu dis qu'il est un peu sorti finalement pour être allé chez Polyphony Digital au Japon, pour connaître donc un petit peu Kazunori, je crois que le problème, il est que maintenant, Kazunori, il est membre du board de chez Sony. C'est-à-dire que c'est pas seulement le patron de Polyphony Digital, faut le savoir quand même, c'est un des patrons de Sony Computer, donc un des patrons de la PlayStation. D'accord. Et que donc ce mec, avec tous les jeux qu'il a vendus et avec sa position dans le board, il est devenu, d'autant plus au Japon, intouchable. D'accord. Et donc il fait ce qu'il veut. Et quand un créateur de jeu fait ce qu'il veut, ça devient problématique parce que, par définition, un développeur de jeu ne sait jamais s'arrêter, ne sait jamais s'il n'est pas bordé de tous les côtés, s'il n'y a pas un mec en haut qui lui dit bon bah maintenant il faut vraiment qu'à la fin du mois on soit à tel truc, faut qu'il y ait un machin. Bah là lui il est en freeride. Ce qui explique les 5 ans de... Ce qui explique les 5 ans. D'accord. Bon, alors on parlait de jeux vidéo, on va encore en parler parce que cette émission c'est l'objet geek. Ah, j'oublie l'objet geek, mais mince, mais il faut que je prenne mes médicaments. Cyril Drevet, tu as amené un objet geek, paraît-il. Bah oui, j'ai amené un objet geek à votre demande. Oui, que j'oublie. Une bien belle sacoche. Alors, mon objet geek, je vais y arriver, c'est ça. Ça s'appelle une Dingo. Et c'est un truc que je trouve assez intéressant parce que c'est une petite console portable chinoise. C'est incroyable en fait. Ouais, c'est une console chinoise. D'accord. Et pour moi, c'est tout un symbole. Ça ressemble à une PSP à l'intérieur, non? Et un peu une DS. En fait, c'est un truc qui tourne plus ou moins sous Linux, etc. D'accord. Où tu fais tourner des émulateurs. Ok. Et tu fais tourner, et notamment. Et tu peux faire tourner tous les jeux de la Terre, notamment tous les anciens jeux. Donc pour moi, c'est vraiment un objet geek parce qu'en même temps, tu peux faire un max de rétro gaming dessus. En même temps, au niveau qualité, elle est incroyable cette console. L'écran est pas mal, elle est toute petite, tu vois, etc. Et en même temps, c'est une console chinoise.
Et moi, ça me dit que l'avenir est peut-être du côté un jour ou de la l'autre, Chine. on passe notre temps à se dire est-ce que c'est la PS3, est-ce que ça va être la Xbox, est-ce que ça va être la prochaine Wii, est-ce que machin. Bah peut-être que ça va être un chinois la prochaine. À noter qu'ils sortent pas beaucoup de jeux pour cette console. Non, parce que ça reste chinois quand même. Mais non, mais parce que le principe c'est quand même chinois, c'est-à-dire que de voler, c'est le piratage. tous les jeux, c'est que des jeux. Ce que je veux dire, c'est que sur pour la construction de la console, oui. C'est pas ça, mais en gros, le problème, c'est qu'ils font une bonne console, mais il y a pas de développement de jeu, quoi. Oui, faut prendre les bons jeux ailleurs. Mais c'est bien. Tu sais, c'est une première étape. Non, mais les jeux Neo Geo tournent regarde, dessus. les Japonais, on accusait dans les années 70, on accusait les Japonais de copier, de faire que de la copie, etc. Depuis, ils sont... Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Donc, bien sûr. voilà. Jeux vidéo, Big John, je t'en supplie, balance-nous du bon son. Jeux vidéo! Merci Big John, merci, je te ramènerai bien à la maison. D'ailleurs, j'ai une question depuis le temps que je vous regarde. Il est payé cher, Big John, pour faire ce qu'il fait ou pas et je sais pas s'il est payé cher, mais en tout cas, il prend cher. On va parler jeux vidéo et tout de suite Splatterhouse. Alors Monsieur Poulpe. Splatterhouse, le premier Splatterhouse. Mais c'est un vieux jeu. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? C'était 89. Vous parlez à mon cœur. 89, le premier Splatterhouse était sorti. Sur NEC. Et c'était le premier jeu d'horreur en fait. Et c'est exactement ça, c'était gore au possible. Parce que les gens disent un des premiers jeux gore, ouais, c'est vrai. C'était Alone in the Dark, le premier, pas du tout, c'était Splatterhouse. Surtout qu'à l'époque, t'avais les consoles Nintendo et les consoles Sega où les éditeurs pouvaient rien faire parce que ils imposaient qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de gros mots, etc. Et sur NEC, t'avais un peu plus de liberté et c'est là où ils ont sorti Splatterhouse, là. Qui est arrivé sur Mega Drive après. Qui est arrivé sur Mega Drive. L'idée en gros de Splatterhouse, c'est donc un jeu ultra gore comme tu disais. Alors pour des problèmes de droit ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais en gros l'idée c'était d'incarner le méchant de Vendredi 13 on va dire et de défoncer tout le monde dans un manoir. Donc là ils ressortent Splatterhouse dans un packaging qui est somme toute assez le meilleur packaging du monde. En gros Splatterhouse il y a des problèmes. En fait, Splatterhouse est très joli, nouvelle version, il est très joli, il est toujours ultra... Ok, j'arrête de jouer. Mais non, c'est parce qu'on va pas te voir. Splatterhouse il est pas télé, ça. Il y a un gros problème, et il est en 3D surtout. Voilà, il est en 3D. Non, mais parce qu'en fait, ils essayent de jouer sur la nostalgie en toujours... en étant ultra gore, en étant assez difficile comme le premier jeu qui était quand même assez surréaliste niveau difficulté. Donc ils jouent vachement sur la nostalgie, c'est la même histoire, ils font des vannes pour les geeks sur les geeks dans le jeu. Et pourtant, effectivement, déjà c'est en 3D, donc ça change fatalement tout, même s'il y a des petits passages en 2D rigolos. Mais on retrouve, en fait, le problème, c'est qu'on retrouve le gameplay de tous ces beat'em all qu'on a eu cette année, qui finalement se ressemblaient tous. Et Splatterhouse, c'est le même, en fait. C'est exactement le même jeu que tu as joué 10 fois déjà cette année. Castlevania, God of War, Castlevania, Dante's Inferno et compagnie. Et du coup, voilà, c'est un peu ça le truc qui est un peu dommage sur ce jeu. Sinon, il y a une bonne idée, toujours sur la fibre nostalgique, c'est que dans les options, tu peux rejouer au premier Splatterhouse dans ce jeu-là, donc c'est assez cool. Mais... Donc en fait, achetez-le, mais juste pour jouer au premier Splatterhouse. Mais bon, ça fait peut-être un peu cher, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un peu dommage. C'est con qu'il soit pas allé plus loin, mais en tout cas, beaucoup de joueurs disent qu'ils adorent ce jeu parce que c'est un vrai défouloir gore. Et si on veut un défouloir gore, Splatterhouse est là, je pense qu'on ne peut être que mieux servi que par ça dépasse... God of War... Non, God of War, c'est pas mal dans le style. Mad World, oui. En fait, ça va plus loin, je trouve. Ça reprend Mad World. C'est à quel moment qu'on se jette des trucs mais là, c'est parce pas que moi, je suis possible. venu que si on se jette des trucs. En gros, voilà, ça reprend les trucs et ça va un peu plus loin quand même que Mad World, etc. Niveau gore, mais voilà. Alors moi, j'ai joué à Meijin and the Forsaken Kingdom. Alors moi, c'est toi. Ouais, c'est moi. Quand on me l'a apporté, j'ai cru que justement ça allait être encore un jeu à la Castlevania, à la Dante, à la God of War. Et je me suis dit oh non, parce que j'aime pas. Moi, Castlevania, je me suis fait chier. Clairement, je me suis fait chier. Et je me suis dit oh non encore. Et je commence à jouer au jeu. Le bonhomme, il est tout seul dans un château. Et je me dis, ah ouais d'accord, c'est un peu Prince of Persia. Et en fait, le personnage, il est pas fort du tout. J'essaie de tuer des monstres et je meurs tout de suite et tout ça. Je fais, ça va être chiant et tout. Et en fait, à partir du moment où tu sauves... En fait, c'est malin. À partir du moment où tu sauves un monstre qui devient ton pote, ça devient un jeu coop. Alors coop tout seul,
puisque quand tu appuies sur une gâchette, en fait, tu donnes des ordres à ton monstre. tout seul. Ouais, la Coop coop tout seul. La coop tout seul. Ah, très bien. Tu dis au monstre, vous bah, réinventez la langue, j'aime ça. ouais, tu peux ouvrir la porte, tu peux faire des trucs comme ça. Et en fait, le jeu, il est vachement bien. En fait, c'est entre un Zelda et un Prince of Persia. Et alors, il y a quelques erreurs, parce que le jeu, il a été développé pas par un gros studio, donc c'est pas super méga boom, mais c'est pas moche non plus. Mais c'est hyper malin, hyper intelligent. Parce La que la plateforme magie est cool. prend. La magie prend grave. Ouais. Elle prend C'est une grave. contrepétrie, je sais pas. Ouais. Enfin, en gros, vous incarnez un voleur, vous pouvez parler aux animaux, et la chose drôle, c'est que les animaux, dans le jeu, chacun a sa voix, c'est en français, hein. Mais ils se sont dit, tiens, si pour doubler les animaux, on prenait des médecins du 16e arrondissement. Et donc, t'as un perroquet qui te fait... Oui, il faut aller ouvrir la porte du château. Et tu fais, mais c'est pas normal. Les petits rats, non, même pas. Les petits rats aussi, ils parlent comme ça. Genre, oui, très bien, va par là, chevalier. C'est bizarre. Mais sinon, l'ambiance, c'est vachement bien. Et puis, t'as peur quand t'arrives contre des monstres. Les monstres sont plus forts que toi. Donc, tu regardes où ils sont et tu fais, bon, alors comment je vais faire? Où je vais mettre mon monstre? Ah, ok, il peut faire tomber un mur sur eux, donc je vais aller par là-bas, etc. En fait, c'est pas un jeu bourrin. Voilà. Et moi, ça m'a rappelé Zelda. Et si vous êtes en manque de Zelda... Ça t'a rappelé la vraie vie, non? Ouais, si vous êtes en manque de Zelda pour les fins d'année, puisque pour la fin d'année, vu qu'il n'y a pas de Zelda là à Noël, moi, je vous le dis, prenez Majin and the Forsaken Kingdom, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça m'a fait envie. Tu me fais envie, Davy. Tu me fais envie. Merci Cyril Drevet d'être venu chez nous. Merci à vous. C'était très gentil de ta Scott part. Pilgrim Ça 4 fait est sorti. super plaisir. Il est sorti. J'aime Il est tellement sorti. votre émission que c'était un vrai bonheur. Très bien. Moi, je voulais juste savoir, qu'est-ce que tu penses du milieu du jeu vidéo, là, maintenant, tout de suite? Est-ce que tu trouves... Parce que t'es toujours... on en profite en même temps pour faire de la promo. T'es dans une émission sur Gameblog. Exactement, Tu Versus. animes Avec Versus. Alain Huyglacourt. Et vous n'êtes pas souvent d'accord? Non. C'est un peu le principe du Ah, truc. c'est ça. Et du coup, en ce dis que vous moment, étiez pas copains. est-ce qu'il y a matière à critiquer le jeu vidéo ou pas? Moi, on peut toujours... c'est toute la problématique du jeu vidéo aujourd'hui. Est-ce qu'il faut critiquer la dérive casual gaming ou au contraire, est-ce que c'est une évolution souhaitable qui permet que le jeu vidéo maintenant est vraiment représenté dans toutes les couches de la société, donc du coup a acquis ses lettres de noblesse? J'ai du mal à me positionner par rapport à ça. C'est comme le monde de la BD, quand tu trouves dans les supermarchés toutes les BD, les rugbymen, les footballeurs, des BD qui sont faites juste pour vendre aux gens qui n'achètent pas de la BD habituellement. Là, le jeu vidéo, c'est pareil. Oui, mais la BD, t'as quand même le cœur de la BD reste quand même, t'as encore des très bonnes BD qui sont qui sortent majoritairement, quoi. Et puis t'as les mangas, etc. Tu vois. Que dans le jeu vidéo, la console la plus vendue, c'est une console où tu joues quasiment pas, où tu fais le crétin devant l'écran et voilà, quoi. Alors, donc après c'est 20 particulier ans, quand même. après 20 ans de travail dans les jeux vidéo, là aujourd'hui maintenant, tu te sens plutôt jeu vidéo ou plutôt voiture sur M6? Oh, plutôt jeu vidéo, c'est ça. Le jeu vidéo, c'est vraiment ma... T'es resté hardcore, Cyril. Tiens, tu mérites grandement Karate Boy, le DVD. Waouh, quel joli cadeau. Mais c'est normal, c'est Noël, Cyril Drevet. Puis t'étais là sur certains tournages en plus. Oui, en plus. Et c'est une publicité pour les slips? On s'est dit que ça vendrait plus pour le DVD. D'accord. Merci beaucoup, Cyril. On se retrouve merci donc à vous. dans Turbo et dans Versus sur Gameblog. Là, c'est l'avant-dernier épisode de Young Karate Boy. Ouais. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour l'émission chorale de quasiment fin d'année, puisqu'il y aura une émission pour la Noël. Mais voilà. Allez, Big John, balance-nous du bon son, fais-nous rêver. Je veux bouncer sur le dance floor. Profite parce que après, t'es plus là. Hein. Oh. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, tététété. Encore une roue, tu peux le faire. Allez, garçon karaté. Mais maître, mais c'est la 4e. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Avant que le soleil se couche, dépêche-toi. Comment ça, maître? Insolent. Ah! Mais y a quoi quand le soleil se couche, maître? Est-ce que c'est vrai que vous mettez une jupe et que vous allez vous faire payer par des gens qui conduisent des camions et que vous les embrassez avec la langue? N'importe quoi. Qui t'a dit ça? Yonoko, le livreur de légumes. Alors, d'abord, c'est un mensonge, hein. Et puis, faut pas croire ceux qui ont jamais eu de diplôme à l'école, hein. Parce qu'on sait ce que c'est. Et en plus, Yonoko, comme par hasard, il a jamais d'argent sur lui, hein. Bon, allez, dépêche-toi et fais ta roue. Allez.
Mais maître, mais pourquoi il faut rentrer avant la nuit? Ces bois ne sont pas sûrs, enfant karaté. À la tombée de la nuit, on raconte qu'une bête mystique rôde dans les branchages et mange 2 fois ceux qui sont égarés. 2 fois? Bah oui, la bête te mange une fois, va derrière un buisson, fait la grosse commission et te remange après. C'est une mort terrible. Ça s'appelle une remords. Une remords? Mais pourquoi la gendarmerie, elle n'installe pas des pièges pour capturer cette bête, maître? Bon, tu me fatigues à poser des questions, tu te serres ta bouche autant que ton cul. Je vais devoir encore lever la main sur toi et te mettre les doigts dans ton... Maître, je pisse. Vite, arrêtons cet entraînement, prends ton cartable et on rentre, allez. Maître, mais comment s'appelle cet animal légendaire qui va nous humilier une fois qu'on sera mort? Mange-merde.